Nous allons pouvoir laisser la parole au conférencier du jour, Louis Tessédou. C'est un thème qui fait un petit peu écho avec le grand projet que mène actuellement le musée de Picardie sur l'acquisition d'une grande broderie d'hôtel brodée par les Ursulines précisément. Donc on est à la fois dans le temps mais aussi dans l'actualité. C'est toujours assez sympathique d'arriver à joindre les deux. Eh bien, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. C'est bon, je parle dans le micro, c'est pas bien. Bon, bonjour à tous, merci d'être là sur un samedi avec un pont ensoleillé. Et on va se lancer sur ce journal de garde d'une Ursuline. J'ai intitulé cette conférence et le livre ainsi, puisque dans les 4 carnets qui sont disponibles au couvent de Beaugency, où sont conservées les archives des Ursulines, cette sœur n'a pas laissé son nom. Donc on a la liste des Ursulines qui sont revenues en 1914, mais pour le moment, sur les carnets qui ont été numérisés par mes soins, il n'y a aucune trace de son nom. Je vais me faire tirer les oreilles par un de nos professeurs de l'université qui est au premier rang, puisqu'en fait, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est un peu à cause évidemment de COSRA, parce que c'est un réflexe un peu pavlovien chez moi de parler toujours de COSRA, mais tout part d'une erreur en fait, où on découvre il y a quelques années, même si ce n'était pas une des découvertes, qu'il y avait un hôpital militaire bénévole chez COSRA, au 109 Faubourg de Vent, où était le patronage COSRA, et la famille COSRA a retrouvé des photographies de cet hôpital. Et on distingue évidemment 2 sœurs, des filles de la Charité, 2 sœurs avec leur cornette, et donc voilà, je reprenais mes études, et j'ai cru que c'était des Ursulines tout bêtement, puisqu'on me dit que c'était des Ursulines. Donc quand j'arrive à Beaugency il y a 4 ans au couvent, la sœur est un peu désolée pour moi, ils ont fait de la route pour rien. Je dis par contre, on vient de rentrer les archives des Ursulines amiénoises, il y a quelque chose qui peut vous intéresser, puisqu'on a 4 carnets d'une sœur qui n'ont jamais été ouverts. Donc on quitte COSRA pour évidemment se diriger vers les Ursulines d'Amiens. Tout à l'heure, c'est rappelé qu'elles font l'actualité avec l'achat de l'antépendium par le musée de Picardie. Donc les Ursulines d'Amiens sont installées depuis le début du XVIIe siècle à Amiens. Elles ont, grâce à la fille du peintre Warin, un savoir-faire de broderie et de peinture assez important. On a une trace que j'ai retrouvée il y a quelques semaines d'Anne d'Autriche qui vient en 1625 à Amiens et qui commandera une descente de lit aux Ursulines. Donc on a des sœurs qui sont connues et reconnues pour leur savoir-faire et évidemment pour leurs compétences d'enseignement, puisque ce sont avant tout des sœurs qui donnent des cours, ce sont des professeurs qui donnent des cours aux petites filles. Ces sœurs sont rattrapées, évidemment, on va faire un bond dans le temps, sont rattrapées par la politique. Alors, on a évidemment en tête tous les 2 lois, la loi de 1901 et la loi de 1904, on va y venir juste après. Mais on a le départ des Ursulines d'Amiens en 1904 et à ce jour, on n'a toujours aucune photographie de ce départ. Donc pour illustrer mon propos, on a les Ursulines, l'expulsion des Ursulines de Blois. Donc ça compte énormément cette expulsion, puisque en 1904, les Ursulines quittent Amiens à cause de la loi du 1er juillet 1901, où toutes les congrégations religieuses non autorisées disposaient d'un délai de 3 mois pour obtenir une autorisation, sans quoi elles allaient être dissoutes. Donc on a des Ursulines qui sont obligées de faire un dossier et de remonter cela à l'administration centrale pour continuer d'exister. Et évidemment, la loi de 1904 qui leur interdit l'enseignement fait qu'elles sont obligées de facto de quitter Amiens. Donc en 1904, on a un départ qui se passe extrêmement mal, puisqu'on a, alors là j'ai retrouvé ça, il y a ces archives, il y a un mois aux archives nationales, où on a le dossier liquidation des Ursulines d'Amiens par Charles Desrumeaux, qui est un principal clerc de notaire à Lille, qui a été mandaté pour liquider les sœurs, la
congrégation des Sœurs d'Ursuline d'Amiens, et les Sœurs de la Visitation Sainte-Marie. Donc on a un double souci sur ce départ, puisque en 1904, elles sont obligées de quitter Amiens, mais on a un liquidateur qui rentre en conflit assez rapidement avec elles. On a accès aujourd'hui au progrès de la Somme qui est numérisé, donc de 1906 à 1912, on a des ventes aux enchères des biens des Ursulines. On a le couvent, on a les jardins à Saint-Achel qui sont vendus, mais on a quelques soucis où ils sont remis en vente, puisque derrière il y a un acheteur, il y a un prêtre, Saint-Prêtre-Mont, et c'est une Ursuline qui rachète les jardins de Saint-Achel. Et puis on a surtout un liquidateur qui devait rendre compte tous les 3 mois comme lui imposait la loi, qui ne rend pas compte et qui va avoir un procès, puisqu'il habite Lille. Il vient à Amiens et il rend très peu compte de ses frais de déplacement, et on a quelques francs qui ont disparu, donc il a un procès assez retentissant, et on voit que le 1er août 1904, il a été nommé, mais ça va durer jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, avec un procès qui va durer dans le temps. Donc on a cette liquidation qui se passe extrêmement mal et qui va laisser des marques. On le reverra tout à l'heure dans le déroulé sur le premier carnet, le premier tome qui nous intéresse aujourd'hui. Le pauvre Valjean Suquet, qui est un proche de Villecombe, n'a jamais raison, il a toujours tort, et elles lui en veulent énormément. Elles se sont réfugiées pas très loin d'Amiens. Elles sont parties en Belgique, ce qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel, puisque la Belgique est une principale terre d'accueil des exilés de la loi de 1904. Je cite Patrick Cabanel qui a travaillé sur ce propos. Un article de Lacroix de l'année 1908 estimé à 60 000 départs. Pour Patrick Cabanel, on est plus à 30 000 départs au niveau des congrégations. Donc il y a des congrégations qui s'installent très loin, qui vont au Brésil, en Chine, et on a une terre d'accueil belge qui est la principale terre d'accueil pour les Ursulines, puisqu'on compte 17 communautés et 850 sœurs qui se réfugient en Belgique. Donc il y a toute une stratégie de l'exil, puisque là elles sont. Alors le château a disparu, a été détruit il y a quelques années. Elles se réfugient à Croisé-Rouvroy, qui est une petite ville frontalière de la Belgique. Donc il y a la volonté évidemment que la communauté reste que les membres de la communauté restent soudés, mais aussi surtout une stratégie de refaire de l'enseignement. Donc on a des passages entre la frontière avec la France se trouve à 5-6 km, donc il y a une volonté de capter une clientèle pour continuer la mission d'enseignement. Donc on a ce château qui a fait l'objet d'une école, puisque voilà, on a une deuxième carte postale qui existe, où on voit le pensionnat des Ursulines d'Amiens, et elles ont laissé un souvenir assez important dans ce petit village qui se situe à côté d'Estine. Voilà les 4 carnets qui nous amènent, puisqu'en 1914 on a l'offensive allemande qui débute, et les armées allemandes passent par la Belgique. Les sœurs tiennent, enfin la sœur tient, je pense qu'au niveau de l'écriture c'est toujours la même, donc c'est une seule et même personne qui a écrit toute sa vie pendant ce conflit. On a quelqu'un qui commence à écrire, donc on a les premières pages qui sont assez... elle recopie des communiqués officiels, elle recopie des articles de presse, et en fait la guerre va se rapprocher, c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est qu'au fur et à mesure que la guerre se rapproche, elle écrit sur son expérience de la guerre, donc la proportion des communiqués, des extraits de journaux disparaît, et elle va écrire sur son vécu. Donc là c'est la première page du premier tome, où elle explique le début du conflit. Elle explique évidemment l'offensive en Belgique. Alors j'ai mis quelques extraits à chaque fois de ses écrits. Donc elle évoque évidemment la ville de Liège, l'effort de Liège tienne bon.
avec une armée allemande qui bloque. Le plan Schlieffen ne se déroule pas comme prévu, et l'avancée allemande étant retardée, les plans de l'état-major allemand se retrouvent quelque peu compromis. Donc on a cette arrivée en Belgique, et on a le départ des Ursulines, puisque à partir du 22 août, la guerre est aux portes du château. Elle explique assez bien, où elle voit la fumée des canons allemands, elle voit la poudre, elle voit les soldats allemands. Elles sont protégées par des soldats anglais, alors elles sont assez séduites par un des soldats qui est francophone, qui a un pied foulé, mais qui jure de mourir pour les défendre. Et elles sont contraintes, au bout de quelques jours, le 23 août, de quitter leur couvent. Donc si on ne connaît pas le nom de celle qui a écrit ce carnet, on a la liste des Ursulines qui sont revenues à Amiens, puisque la seule porte de sortie pour elles, c'est de revenir dans cette ville qu'elles ont quittée 10 ans plus tôt. Bon, on est sur une moyenne d'âge de personnes de 75-80 ans, des sœurs qui sont assez âgées. Donc ça va être pour elles une véritable aventure que de quitter leur couvent et de franchir un territoire qui est sans dessus-dessous, puisqu'elle explique où rien n'est prévu, c'est un, entre guillemets, pas ça l'expression, mais un bordel sans nom, où elles sont extrêmement choquées de ce qui arrive, et surtout de l'impréparation administrative, des problèmes des trains, et on a ce départ. Alors on est aussi face à une sœur qui a beaucoup d'humour, où elles savent que les Prussiens respectent la vie religieuse, qui les rassure beaucoup, puisqu'elle parle évidemment des exactions et des atrocités allemandes commises lors de l'invasion en Belgique, mais elles vont travestir l'aumônier, puisque l'aumônier part avec elle et les églises en Ursuline pour qu'il soit sain et sauf. Donc elle quitte rapidement la Belgique et arrive à Amiens. Donc, alors il y a toujours d'émotions dans ce retour à Amiens. C'est une ville qu'elle ne pensait jamais revoir. Et elles arrivent à la gare du Nord le 24 août 1914. Donc, alors, il y a aussi une sœur, j'ai oublié son nom, mais il y a une sœur qui est visiblement un peu ronde, et elle la décrit, alors c'est une sœur qui a beaucoup d'humour, qui explique que la mémoire n'est pas son fort, et qu'elles ont dû la pousser, la monter dans le train. Enfin, il y a c'est toute une espèce d'odyssée avant ce retour à Amiens. Elles sont passées par Lille, elles sont passées par Tergnier, et à partir de Tergnier, elles remontent à Amiens, dans une ville où personne ne les attend. Donc au départ, elles sont logées dans des familles amiénoises, où elles vont sonner à la porte, et elles sont accueillies par quelques familles qui ne les ont jamais oubliées. On est face à une sœur qui a évidemment un univers mental extrêmement stress, un témoignage qui est extrêmement subjectif. Donc il y a évidemment beaucoup de précautions à prendre sur ce qu'elle dit, notamment on le verra tout à l'heure sur le Joseph Caillot, le général Persan, et Alphonse Huquet, qui trouveront jamais grâce à ses yeux. Par contre, au niveau des atrocités allemandes commises par les fantassins, et surtout les Uhlans qui lui font une peur bleue, on est face à quelqu'un qui n'écrit pas de bêtises, j'ai vérifié avec différents ouvrages, on est face à un témoignage qui est quand même assez véridique sur ce qui s'est passé en Belgique, notamment à Dinan. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle en a clairement conscience, où elle dit dans ses carnets, que le temps est à la rumeur, que le temps est à la... il n'y a pas d'information, qu'elle écrit ce qu'elle voit, et que si elle se trompe, elle reviendra en arrière. Donc on a des fois quelques ratures sur les mots qui sont écrits au crayon de papier. Donc elle revient sur ce qu'elle dit, mais au niveau des atrocités allemandes, elle en parle sur les premières pages, et il n'y a pas d'erreur d'exactitude, elle ne se trompe pas. Donc on est face à une sœur qui est arrivée à Amiens, et
À Amiens, elle découvre une ville évidemment qui est terriblement marquée par le début de la guerre. Là, on va aborder la partie de l'exposé où vous allez voir énormément de photos qui viennent du fond, d'un fonds qui est conservé à la BNF, qui vient de l'agence Roll, où visiblement on a un photographe ou un journaliste de cette agence qui reste pendant 6-7 semaines à Amiens et qui prend en photo Amiens sur les premières semaines du conflit, et par chance on a des photos qui collent à ce que la sœur écrit. Donc elle évoque évidemment la présence de soldats belges qui sont présents à Amiens avant d'être envoyés à Namur, et on les voit ici place de la Gare avec évidemment des enfants, un enfant qui les regarde, et puis des personnes, des civils qui sont sur les côtés. Évidemment, si ce qu'elle raconte sur les atrocités allemandes et sur l'arrivée des Allemands dans Amiens, il y a des choses il faut faire extrêmement attention avec son témoignage, notamment sur Alphonse Suquet, qui va être accusé d'avoir laissé la ville d'Amiens aux Allemands, qui est accusé évidemment quand les otages d'Amiens vont être réclamés par l'état-major allemand de rayer le nom de Monseigneur l'évêque. L'évêque d'Amiens aurait dû faire partie de la liste des otages, et c'est Alphonse Suquet qui refuse. Donc voilà, Alphonse Suquet, à chaque fois, il revient notamment dans le deuxième carnet, entre le mois de septembre et le mois de novembre, il est assez présent. Il est extrêmement mal vu et il est toujours extrêmement critiqué. Alors la critique d'Alphonse Suquet, elle est plus politique, philosophique qu'autre chose. Il y a par contre, c'est un peu les fake news d'aujourd'hui, on a le général Persin qui est accusé de ne pas avoir défendu la place forte de Lille. Donc évidemment, le général Persin sans cesse revient dans les carnets avec la trouée Persin, le fait que la ville de Lille n'ait pas été défendue, sauf que le général Persin n'a fait qu'obéir aux ordres de l'état-major du ministre de la guerre. Il écrira même en 1920 un livre sur la Première Guerre mondiale et son expérience, et il sera décoré. Mais il y a, le général Persin, c'est vraiment une personne c'est vraiment un officier qui revient sans cesse et qui est critiqué, alors même qu'elle précise qu'elle ne veut pas recopier des rumeurs, mais elle se fait, entre guillemets, avoir par ses sources, puisqu'elle lit des journaux de droite et cléricaux, donc évidemment qui tombent à bras raccourcis sur le général Persin, qui est l'officier intrafusard et qui a mis en place ce système des fiches où les officiers catholiques avaient leur avancement retardé. Donc le général Persin, évidemment, paye un petit peu ses actes d'avant-guerre aux yeux de la sœur. Le deuxième, c'est Joseph Caillot, qui est présent à Amiens et qui est voisin à un moment donné des sœurs, puisque les sœurs ne sont pas aujourd'hui... je ne pense pas qu'elles dorment encore à Sainte-Clotilde ou dans leur couvent. Elles sont dans une espèce de Carmel ou un endroit à côté où est à l'heure actuelle la CCI, puisqu'il y a l'hôtel du Rhin. Et évidemment, Joseph Caillot, qui est un homme politique, qui a pris des positions évidemment qui ne plaisent pas aux sœurs, est évidemment critiqué à bâton rompu dans ses carnets. Et il apparaît une première fois à Amiens le 19 septembre 1914. Donc on a toujours cet été amiénois qui est illustré par ces photos qui sont assez somptueuses et qui sont conservées à la BNF. Alors j'ai eu la BNF pour savoir le nom du journaliste, et on est face à deux anonymes puisque la sœur n'a pas laissé son nom. Et les archives de l'agence Roll ont disparu. Il ne reste que des milliers de clichés qui ont été légendés par le journaliste, mais on n'a pas le nom de ce photographe.
Il y a évidemment l'occupation d'Amiens qui figure dans ce premier tome. Donc j'ai relu évidemment l'article de Philippe Nivet sur l'occupation d'Amiens. Il mentionne la présence des Ursulines, donc c'était un fait qui était connu. On a cette arrivée des soldats allemands. Donc on voit ici une des photographies, c'est le pont, l'arrivée via le pont Beauvillé d'un régiment allemand. Et on a, c'est extrêmement intéressant, c'est voilà, la vision, le vécu d'une femme, d'une sœur, quand les Allemands arrivent. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'elle dormait près de l'hôtel du Rhin. À l'hôtel du Rhin vont dormir des officiers allemands, donc elle passe consigne, on ne critique absolument plus les Boches, puisque c'est comme ça qu'elle les appelle au fur et à mesure des écrits, c'est plus les Allemands. On est face à une guerre de civilisation, donc elle leur donne des surnoms, et elle met des arbres fruitiers dans le jardin de leur habitation, et d'habitude elle critiquait les Allemands, donc là, consigne passée, que dans la cour de récréation, on ne critique plus les soldats. Donc il y a même une sœur qui est assez courageuse, qui part faire des courses et qui explique que la ville d'Amiens est remplie de soldats allemands, et elles ont une peur toujours assez significative des Uhlans, qui sont reconnaissables parce qu'ils ont un casque particulier. C'est quelque chose qui est assez prégnant et assez important dans cette armée. Donc l'occupation d'Amiens occupe, c'est le cas de le dire, ce premier tome, et on a vraiment une vision assez exceptionnelle. Donc là, j'ai pas identifié, on a la ruche, donc je pense qu'on est plutôt du côté Saint-Roch, mais il faudra vérifier avec un annuaire sur où était Culier, le tailleur Culier. Et elle évoque évidemment l'arrivée des Allemands. Alors au départ, on est face à de l'infanterie, de la cavalerie, et puis l'intendance arrive plus doucement. Donc elle évoque ces voitures ont fait la cuisine, donc on peut imaginer que là, sur les cavaliers qui passent, on a quelque chose au niveau de l'intendance, on a une voiture qui sert à faire la cuisine. Donc on a là les photos de la place de la gare, où on voit ces soldats allemands. Et on a évidemment les photographies des otages qui ont été réclamés par l'état-major allemand, avec le maire qui fait placarder 300 affiches, 300 exemplaires de cette affiche en ville avec les 13 otages qui sont partis. Donc les otages, on les voit ici, et il y en a un qui apparaît de manière extrêmement positive, puisqu'il est le père d'une des Ursulines, et c'est Gonzalve Regnault, qui à leurs yeux est un véritable héros, puisqu'il va venir aller voir, non c'est pas, je suis trompé, c'est Georges Antoine, qui est le père d'une des Ursulines, et qui va revenir de sa période d'otage, et qui est célébré comme un héros absolu par les sœurs qui l'accueillent triomphalement quand il est relâché par les Allemands. Donc on a aussi, ce qui est très important dans ce carnet, c'est le bruit, où elle se trompe, notamment lors de l'occupation allemande. On a des ponts qui explosent, le bruit du canon, et elle explique de temps en temps qu'elles se sont trompées, qu'elle croit que c'est des Anglais, mais c'est pas le bruit des canons anglais. Donc il y a tout un apprentissage sonore de la guerre, et là on a évidemment un des ponts à Amiens qui a explosé à cause des Allemands. Donc on voit en plus qu'on se promène après l'évacuation, le retour des forces françaises et anglaises, on a en visite, et puis on se promène comme si dans la nuit. Et on a aussi l'arrivée des troupes coloniales qui la choque beaucoup. On est face à quelqu'un qui n'a peut-être jamais vu de troupes coloniales, de soldats de couleur, et ça laisse une grande place, il y a une place assez importante sur l'arrivée des troupes coloniales.
avec voilà, un passage quand même assez savoureux sur ce qu'ils ont dans leur poche. On va voir qu'après, voilà, ils ont des têtes et des oreilles d'Allemands, et ça l'a beaucoup marqué. Donc les troupes coloniales françaises sont surreprésentées sur le fond rôle, donc je pense que le photographe est aussi extrêmement attiré par le côté exotique de ces soldats. Et alors je peux me tromper, je me corrigerai, mais j'ai l'impression qu'ils sont basés à la Haute-Oise, dans le parc de la Haute-Oise. On a sur le fond rôle qui concerne Amiens, on a une centaine de photos, on a facilement 40 ou 50 photos qui montrent les soldats coloniaux. Et voilà, on a le système colonial qui évidemment est représenté sur ces photographies. Donc on voit là encore, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit un photographe prendre en photo le défilé de troupes coloniales. Elle est aussi marquée, et dans ce premier tome, on a la peur de l'espionnage, on a la peur des Allemands déguisés en civils, et les Français ont un petit train de retard sur les Allemands, puisque la photographie n'est pas encore interdite dans Amiens. Autant les Allemands ont une section photographique, autant la section photographique de l'armée française va arriver un peu plus tardivement, et on voit que malgré la peur de l'espionnage, parce que tout est signe, on est en temps de guerre, donc elle va vous expliquer de temps en temps s'il y a une voiture qui roule un peu plus vite, ou s'il y a quelqu'un qui parle tout bas, on va rapidement le soupçonner d'espionnage. Et à contrario, les autorités militaires et civiles laissent, on est au début 14, photographier, voilà, on a une scène là qui est photographiée sûrement par un civil, et il n'y a pas encore ce côté de protection au niveau de la photographie. Donc elle est aussi marquée par les soldats indiens. Donc on quitte un tout petit peu Amiens, on va à Marseille, puisque les soldats indiens débarquent à Marseille, il n'y a pas que la flamme olympique qui arrive à Marseille. En 1974, on a des troupes coloniales britanniques qui devaient se rendre en Égypte et qui sont détournées et qui arrivent en France. Donc elles débarquent on a le port de Marseille. Elles sont débarquées au port de Marseille, elles vont remonter en train jusqu'à Orléans et après à cheval arriver sur le front. Donc c'est toujours, voilà, c'est des photos qui sont assez dingues. On a le système colonial avec, on a un officier interprète qui ouvre le convoi, on a l'officier l'officier blanc, l'officier britannique, et puis après on est face à on les verra tout à l'heure, des Sikhs, des musulmans du Pendjab qui ont répondu à l'appel de la couronne. Donc elle les voit passer, elle est 31 octobre 1914, elle évoque ces lanciers du Bengale. Donc on les voit ici au boulevard Alsace-Lorraine. Alors on est en 1915, on est un tout petit peu juste après le premier tome, mais elle en parle dans le troisième carnet qui fera l'objet du tome 2. Voilà, ça a fait énormément d'effets, ces cavaliers indiens qui passaient dans Amiens et qui montaient au front. Surtout on peut les voir aussi en couleur, on a des photos de trains d'assaut qui sont colorisés et qui sont un peu CPAD et qui montrent voilà, ces hommes qui avaient du vernis sur les doigts, qui sont coiffés sous des Sikhs, donc qui étaient extrêmement impressionnants et qui faisaient peur aux Allemands, notamment avec leur sabre. Donc ça c'est quelque chose qui la marque et elle en parle assez souvent. On a aussi l'armée française, évidemment, c'est un véritable défilé, puisque Amiens devient au fur et à mesure la ville d'arrière-front. On a ces soldats qui défilent sans cesse, avec toujours l'espoir, pour certaines, c'est de retrouver un père ou de retrouver un frère. Donc de temps en temps, on a des sœurs qui vont à la gare, parce que ça fait tel ou tel régiment est de passage, donc on a des sœurs qui peuvent passer la nuit, peuvent passer une journée entière à la gare pour espérer voir un membre de leur famille. On a une sœur qui s'appelle, son nom c'est Vézier, et la famille Vézier confirme. On a le frère, j'ai récupéré des photos d'un soldat qui est blessé, il manque 3 doigts, donc sur les photos, 5 moins 2, ça fait 3, on a bien 3 doigts sur une main, c'est bien lui qui est revenu.
Donc elles sont visitées, il y a des gens qui viennent leur rendre visite, notamment des officiers qui sont extrêmement catholiques comme de Castelnau, mais on a c'est soit elles vont à la gare, soit des officiers viennent les voir avec des fois des membres de leur famille. Elles vont accueillir, on passe évidemment beaucoup de familles amiénoises dans ce carnet. Elles vont accueillir les enfants du docteur Perdu, qui n'est pas dans leur habitude, parce que ce sont des petits garçons, et les Ursulines, elles font cours à des petites filles, mais là elles expliquent que c'est un peu, je prends l'expression, l'union sacrée, où même si il se passe des choses tellement importantes, tellement bouleversantes, qu'elles font fi de tout bois, et Gérard et Jean-François Perdu sont accueillis pour que leur père puisse monter au front et soigner les soldats. On a aussi les prisonniers allemands qui sont évoqués, puisque certains défilent dans l'Amiens. Donc on a l'arrivée de temps en temps de soldats allemands à la gare, donc elle l'explique, donc elle loge vraisemblablement où se trouve la CCI ou vraiment au Noyon, elles sont vraiment en première loge. Et assez souvent, les autorités civiles et militaires font défiler dans Amiens un soldat allemand entouré de, alors là ils sont assez, je pense un petit peu âgés, c'est des territoriaux, mais voilà, on a des soldats allemands qui défilent sur les boulevards, qui passent et qui repassent, et elles arrivent à voir enfin l'ennemi. Donc on voit que le soldat allemand, là, alors c'est un Ulan, selon la légende qui a été laissée par le journaliste, mais évidemment il a énormément de pansements. On a des soldats qui sont protégés par les conventions de Genève. Donc il a été soigné, et puis évidemment l'armée française montre qu'il a été soigné, donc on a un pansement au niveau de la tête qui fait qu'on ne peut pas louper le soin qui a été apporté par son ennemi. Donc on le revoit ici, là, il est juste derrière le cinéma Pathé-Gaumont, Gaumont-Pathé. Il se dirige vers la gare, et voilà, c'est le spectacle. Et elle, quand elle voit, elle le voit par la fenêtre. Ça, dans le premier tome, on a quelques mentions de défilé d'un soldat qui défile toute la journée, d'un prisonnier qui défile entre les différents soldats. On a aussi des sœurs qui vont devoir soigner, puisqu'on est sur les premières semaines du conflit. Il y a énormément de blessés. On est face à un afflux massif de blessés. Donc on a cette affiche qui est disponible et conservée aux archives départementales de la Somme, qui montre la transformation de la ville d'Amiens dès septembre 1914. Puisque, je reviens toujours à Maroc, mais on a 117 faubourg de Han, on a l'hôpital bénévole COSRA, qui ouvre lui dès le 27 septembre 1914. Donc voilà, cette affiche elle date au minimum de fin septembre 1914. On a une ville qui se transforme et des sœurs qui n'ont pas été formées pour soigner, qui sont obligées de se rendre dans différents coins de la ville pour aller aider les sœurs de la charité, pour aller aider les médecins à soigner des choses qu'elles n'ont jamais vues. On est face à... on est évidemment à être extrêmement choqué par ce qu'elles voient, puisqu'on a des blessures quand même extrêmement impactantes, et on est face à une sœur qui écrit au niveau là, elle voit Saint-Pachel et elle voit un milieu de mort assez impressionnant. Et voilà, ça on a le cimetière Saint-Pachel, c'est une photo qui date de début 1915, donc on se doute que la mortalité, on a un nombre quand même assez impressionnant de blessés et une mortalité qui est assez élevée. On est là, par exemple, avec un convoi britannique qui arrive au vin douche, un des vins douches
des 20 prochaines années. Même si les soldats sont blessés, il n'empêche que c'est toujours la guerre. Donc là, on a le jeudi 22 octobre un témoignage. Donc c'est une image d'illustration, c'est l'hôpital Cosra, mais ça donne un peu ça nous montre un peu comment les choses devaient se passer. Les installations étaient quand même assez sommaires. Mais on a un Allemand qui va agresser une des infirmières, et alors les soldats allemands sont soignés à l'écart, ils sont soignés, mais il y en a un qui s'en prend à une infirmière et il va être tué par un des soldats turcos, c'est un soldat algérien, qui va zigouiller l'agresseur. On est face à des sœurs qui sont sans cesse réquisitionnées, qui vont voir quand même les médecins militaires puisqu'elles veulent avoir la messe. Donc elles vont chercher leur aumônier qui se trouve à l'hôpital, qui se trouve dans le lycée des garçons d'Amiens. Donc il y a toute une négociation entre les sœurs et les autorités militaires pour disposer de différents aumôniers pour avoir leur messe, puisqu'il y a 3 messes par jour qui sont données chez les Ursulines à cette époque. On retrouve évidemment des figures, là c'est toujours le fond Berthelet, mais on a la figure du docteur Moulonguet qui apparaît à partir du mois de novembre. On a la figure du docteur Monprofit qu'on peut voir ici en photographie dans une forêt près de Salleux, près de l'hôpital Cosra. Et surtout, voilà, on a des détails quand même sur les blessures qui sont extrêmement impressionnantes et qui vont faire écrire à la sœur des choses voilà, qui sont assez terribles. Donc on est toujours aussi dans une histoire religieuse, puisqu'on a des soldats qui veulent être baptisés, qui veulent communier. Donc on a des soins qui sont apportés, mais en plus les sœurs vont apporter un apport religieux sur des soldats qui sont assez effrayés, notamment l'idée de moi. Et on a la peinture de guerre, avec le passage qui est assez intéressant sur Émile Maillard, qui est le peintre de marine. Alors au musée de Picardie, on a cherché dans les réserves, mais on n'a pas trouvé, puisque lui, un soir, on va aller le réveiller pour peindre les opérations qui sont faites par les médecins militaires. C'est tellement invraisemblable que la photographie, évidemment, avec la sensibilité des plaques et des films, même pas des plaques, c'est impossible de voir quelque chose. Donc, on a retrouvé la famille Maillard, on essaie de trouver, savoir s'il reste s'il y a des tableaux, s'il reste des choses sur ces peintures de guerre qui ont été faites par Maillard et les sœurs on trouve évidemment la figure d'Albert Moulonguet qu'on voit sur la gauche. On a Marie-Louise Tauvanier qui est aussi embarquée dans cette aventure qui est au chevet des soldats. Donc on a énormément, il n'est pas présent aujourd'hui, mais il y a le révérend Jardet, qui est un des ancêtres d'Olivier Jardet. Donc voilà, on a énormément d'Amiénois des familles célèbres, connues, qui figurent dans ce tome. Et puis, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est juste un peu avec ce passage où en gros, elle a énormément conscience de ce qui se passe, et elle voulait, alors je ne sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste des carnets de religieuses ou de la Première Guerre mondiale, mais elle voulait à tout prix que ce soit lu. Elle voulait que ça fasse sens pour... alors là, c'est un des passages où elle explique que c'est quand elle écrit des temps meilleurs, mais elle voulait vraiment que ces écrits servent de leçon. Elle se demande même comment les professeurs d'histoire vont enseigner au XXIe siècle cette guerre qui a été extrêmement violente. Et je pensais, voilà, je pensais que c'était important quand même que les Amiénoises sachent ce qu'ont fait ses sœurs, et puis ça offre le regard sur une ville comme Amiens qui a été une ville d'arrière-front assez marquée par la guerre. Je vous remercie de votre écoute. C'est maintenant le temps
des questions. Je ne sais pas si on a un micro. Le micro qui sont là. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Petite remarque. Une remarque un peu amusante, vous avez parlé de la résistance héroïque de la ville de Liège. Oui. C'est depuis ce temps-là qu'on prend des cafés liégeois et non plus des cafés viennois. Voilà. Merci pour votre très bonne excellente conférence. On attend avec impatience le tome 2 qui couvre quelques petites questions, remarques. Ça va jusqu'en 1918. D'accord. Voire 1921, il y avait un 5e carnet au couvent, sachant que il y a 4 carnets. Là, sur le premier tome, c'est les 2 premiers. Le 3e carnet qui couvre les années 1915 et 16, c'est le plus gros carnet. C'est écrit de manière remarquable. Sur le dernier carnet, l'année 17 et 18, sur 18, on est sur une phase, on va dire, descendante. C'est plus écrit tous les jours. L'évacuation d'Amiens. Voilà, elle en parle évidemment parce qu'elle vont se réfugier à Picardie, donc il y a tout un stratagème encore de l'exil à ce moment-là, mais on va dire que sur les 70-80 dernières pages, l'intérêt est quand même un peu moindre et c'est plus un focus hebdomadaire que quotidien. Sur le lieu d'hébergement, je ne sais pas, alors que toi aussi d'Européen, est-ce qu'on pourrait imaginer que sont logés chez les Clarisses, qui ne devaient pas être très loin de la gare? Peut-être chez Dominica, il y avait Carmel. Les otages. La Carmel. Et puis, dernière petite réflexion, je pense, la photographie, avec la super photographie avec la cuisine roulante. Alors, entre parenthèses, l'armée française n'utilisait pas de cuisine roulante en 14 très peu parce qu'on considérait que ça ralentissait les soldats, ils avaient pensé d'abord à manger au lieu de se laver. Il y a tout un débat dans les années dans l'entre-deux-guerres, dans l'avant-première guerre mondiale sur est-ce qu'il faut ou pas des roulantes pour l'armée française, et on considère qu'on n'a pas besoin, c'est trop assis sur le confort des soldats. Puisqu'on a regardé l'expérience qui s'est faite lors de la guerre russo-japonaise en particulier. Et je me demande si c'est pas le bas de la rue Jules Barbier. Je pense aussi. En face du séminaire, complètement ecclésiastique. Il y a plusieurs photos de prises à cet endroit-là. Le passage à Amiens, ce qui intéressait d'abord et avant tout les Allemands, c'était Paris. C'est prendre la capitale française. Il a fallu ensuite donc que le général en chef de Paris puisse les repousser avec les fameux taxis, et ça a été l'objet de la bataille de la Marne. Mais c'était Paris l'objectif numéro 1 des Allemands. Ils étaient de passage seulement à Amiens. Oui, et moi ce qui m'a intéressé dans le carnet, enfin j'ai pensé évidemment à Philippe Nivet et son article sur l'occupation d'Amiens. Il les mentionne, les Ursulines. Là ce qui m'a plus intéressé, c'est le côté très amiénois, où il n'y a plus de café, il n'y a plus de pain, qu'est-ce qu'on fait? On sort pas. Donc il y a une sœur qui ose s'aventurer en ville pour aller faire des courses. Donc c'est l'héroïne puisqu'elle va acheter de la nourriture. En fait c'est le côté c'était le focus, une focale très réduite, quoi. Que se passe-t-il? Comment elles agissent? Comment elles sentent les choses? Parce qu'elles ont une peur bleue des blancs avec les fameux casques ou avec la tête de mort. Enfin voilà. C'est assez. C'est à prendre avec des pincettes parce que c'est un témoignage évidemment, mais il y a toujours ce côté de vouloir dire la vérité. Il y a des fois où elle part des choses. Que l'armée allemande aille à Paris, oui évidemment. Moi ce qui m'a intéressé sur le propos, c'est à Amiens, comment elles réagissent et comment elles font pendant 15 jours.
Alors évidemment, il y a des femmes qui saluent les soldats allemands, donc elles sont évidemment plus que patriotes, donc elles sont évidemment choquées qu'on ose adresser la parole aux Allemands. Donc voilà, c'est le côté sensible de la chose qui m'a vraiment marqué. Est-ce qu'on sait à quel moment elles réintègrent leurs anciens locaux de la rue Isola? Pas jusqu'en, le troisième carnet, il faudrait que je le relise, mais pour moi, elle reste au même endroit jusqu'en 1918, elles sont au même endroit. Elle réintègre Sainte-Clotilde au début des années 20. Ouais. Oui, elles sont au même endroit. Moi, je voudrais demander, je voudrais demander, vous avez parlé que les sœurs Ursulines avaient plusieurs propriétés et donc un terrain à Saint-Achel. Oui. À l'heure actuelle, il se serait situé dans quel secteur? Alors, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est le progrès de la Somme qu'on peut soupçonner d'être du côté des Ursulines. Mais il y a des annonces qui sont passées et l'annonce dans le progrès de la Somme en 1908 et 1906, il y a des annonces sur 2 années du quartier de la Neuville. Et je dépouille en ce moment les archives des Ursulines à Paris. Là, j'ai pas eu de chance sur les 2 premières boîtes. Il n'y a pas les biens des Ursulines, ce qui est aussi l'antépentéon qui m'intéresse un petit peu, savoir où il était et qu'est-ce qu'il est devenu. Mais c'est le procès, en fait, Charles Desrumaux, il a un peu profité de la situation et le procès, il occupe des pages entières sur le contexte, etc. Donc, mais en tout cas, les terrains de Saint-Achel, c'est la nuit. Une petite précision. Faire foi au progrès de la Somme ou un journal quelconque, oui, ça peut, il faut prendre un petit peu de recul. Par contre, là, pour ce sujet-là, si vous tombez sur les annonces légales, et en l'occurrence, là, les mises en vente passent par des annonces légales, là, il y a un engagement juridique très fort derrière. Donc, s'il y a une adresse, et en principe, l'adresse est obligatoire, au moins le lieu dit. Donc, je pense que là, en l'occurrence, et là, vous pouvez faire confiance. C'est pas du tout, si vous voulez, le journal n'est pas du tout, il s'occupe de rien, il imprime, c'est tout. Il n'a pas le droit de toucher une virgule comme aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout, c'est les seuls éléments dans un journal qui n'appartiennent pas au journal. Donc vous pouvez faire confiance si vous trouvez sur le progrès de la Somme des annonces de mise en vente ou de mise en adjudication. Je pense que là, ça devait être des adjudications. Ce sont des annonces légales, vous pouvez leur faire confiance, il n'y a pas de problème. Et en principe, je ne sais pas chez nous si on les a encore, mais aux archives de la Somme, il faudrait vérifier. Il doit y avoir, en même temps qu'il y a une annonce légale dans le journal, on a des affiches dites légales qui paraissent que c'est la même chose et qui sont placardées. Maintenant, je ne sais pas si chez nous, je ne sais pas si on les a. J'aurais une autre petite question. Vous avez parlé de l'âge des religieuses, donc ces manifestations, elles sont assez âgées. Vous parlez de septua, voire octogénaire. C'est-à-dire que ce qui peut expliquer aussi le regard sur les Hulans, etc. Donc, il y a des références à Sedan où elle souhaite l'anniversaire de Sedan. Elle parle de la bataille de Reichshoffen. Donc on a évidemment des remarques, enfin des débuts de journée, souvent des sous-titres qui font référence à la guerre de 1870. Sur les chronologies, sur les textes. Ouais. Et on ne sait pas si elles étaient déjà en communauté à Amiens, si. Mais donc elles reviennent à Amiens, mais ça fait quelques années qu'elles n'ont plus rien à Amiens, en fait, elles n'ont plus de biens. Totalement, ouais, elles ont été expulsées, et on sent que sans l'avancée allemande, elle n'aurait jamais revu Amiens. Elle se pose même en 15, dans le 3e carnet, une probable nouvelle expulsion. Elles en ont peur, mais elles disent que là, vu ce qui se passe, il y a une union sacrée avec la population amiénoise se révolterait ou serait contre une nouvelle expulsion. Mais elles ont évidemment peur d'être réexpulsées. Non, mais là, en cela, ce journal est très intéressant pour montrer le poids de l'anticatholicisme d'une partie des forces politiques en France au début du XXe siècle. Quelque chose qu'on a du mal, j'irais, à concevoir à l'heure actuelle et qu'on ne tolérerait pas pour d'autres religions à l'heure actuelle. Hein, mais c'est quand même une page. Alors certes, il y a eu l'affaire Dreyfus, l'engagement d'un certain nombre de congrégations contre Dreyfus et dans l'antisémitisme, mais le retour de bâton a été très très dur. Tout à fait.
Mais il y avait même, auprès de la Somme, des articles sur les contre les congrégations qui sont assez virulents. Oui, en fait, les Ursulines d'Amiens, ce sont les premières religieuses à revenir à Amiens, puisque ont été expulsés aussi les visitandines, qui étaient rue Saint-Lucien. Leur monastère est devenu le grand séminaire, et elles ne rentreront à Amiens qu'en 1939. Elles sont aussi parties en exil belge. Je ne sais pas si elles sont restées en Belgique durant l'invasion allemande. En tout cas, les Ursulines sont, à mon sens, les premières à revenir. Et dans leur exil belge, elles avaient emporté ce qu'elles avaient de plus précieux, leur collection de broderies, dont elles sont toujours propriétaires aujourd'hui et qui sont en dépôt au musée de Picardie, sauf le fameux devant d'hôtel qu'elles ont probablement vendu, puisqu'il leur fallait des ressources dans cet exil, et qu'on a retrouvé au cours du XXe siècle sur le marché des œuvres d'art en Belgique, début XXIe. Et elles avaient emporté dans leur exil leur petit orgue de leur chapelle, le Cavaillé-Coll, qui est revenu à Amiens en 1914 ou 1920, je ne sais pas. En tout cas, il est toujours présent aujourd'hui. Donc elles avaient réussi à préserver tout de même une partie de leur richesse. Et puis il y a une question toujours très économique. En partant en Belgique, elles ont refait ce qu'elles savaient faire, c'est-à-dire faire court. Là, en 14, quand elles reviennent, elles sont quand même un peu sans sous, on s'en sait rapidement, et elles vont... alors voilà, il y a des petits garçons qui viennent faire court, dans son pour elles, c'est de la Révolution, de faire court à des garçons. Et elles font court aussi aux commerçants d'Amiens. Il y a des commerçants d'Amiens qui sont très embêtés, parce que notamment la boucherie Saint-Antoine, la bouchère, elle ne sait pas vendre son steak aux soldats anglais. Donc elle va arriver en disant, ben voilà, il faut m'apprendre l'anglais, parce que je ne sais pas discuter. Donc il y a des leçons d'anglais par Sœur Catherine de Sienne qui parle bien anglais. Donc les commerçants d'Amiens, ils viennent apprendre l'anglais, parce qu'ils sont infichus des choses qui n'ont pas changé en fait, qui sont toujours très actuelles. Et là, dans le carnet, est-ce qu'elles nous disent ce qu'elles emportent avec elles depuis la Belgique? Non. Mais bon, moi je suis sûr qu'elles emportent leurs broderies. Elles n'ont pas dû les laisser en Belgique. Je pense que ça faisait partie des pièces précieuses. On sait si elles étaient propriétaires du château où elles étaient hébergées en Belgique? Aucune idée. Parce que c'est peut-être là l'origine de la vente de l'antépendium.